J'ai senti le sol qui se dérobait sous mes pieds. Tu savais directement que c'était une avalanche? Dans les 3 premières secondes, oui. Il n'y a même pas eu de bruit, il y a eu comme un gros ouf. Les 3 premières secondes, ça a été comment t'as pu ne pas penser à ça. Genre, c'est une avalanche, t'es dedans, c'est la merde, vraiment. J'ai eu un flash de mes parents, j'ai encore trop de trucs à faire, ça peut pas être maintenant, je suis pas prêt. Je pense à cette phrase-là, je suis pas prêt. We just survived a fucking avalanche. Bienvenue dans l'entrejeu. If I speak, I am in big trouble. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Bienvenue dans l'entrejeu, le podcast qui questionne et explore le sport, les autres et soi-même à travers des histoires de vie et des réflexions. C'est déjà le dernier épisode de l'année, merci beaucoup pour vos retours et votre soutien durant les 12 premiers mois d'existence du podcast. Pour l'épisode du jour, j'ai reçu une deuxième fois Simon Niklaus, alpiniste suisse, qui s'est fixé comme objectif de gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène. Simon s'est lancé en octobre dernier dans une expédition qui avait pour but de gravir l'Annapurna 4 et ce avec l'équipe de Sophie Lavaux, première Suissesse à avoir gravi les 14 8000. C'est durant cette expédition, en tentant un deuxième sommet, qu'il a été pris dans une avalanche qui a laissé plus de traces psychologiques que physiques. Il m'a raconté plus en détail cette expédition, sa manière de la partager sur son groupe WhatsApp, l'épisode de l'avalanche et l'impact que ça a eu sur lui et son rêve. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et à t'abonner sur les différentes plateformes. Sur ce, excellente écoute et bon épisode. Survivre n'est pas une victoire, c'est une responsabilité. Phrase associée à Reinhold Messner, grand alpiniste italien du XXe siècle. Simon, bienvenue à nouveau dans l'entrejeu pour un deuxième épisode. Comment tu vas ? Alors écoute, ça va relativement bien. Étant donné que j'aurais pu ne plus être là, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. On aura l'occasion justement évidemment d'en discuter. Comment tu interprètes cette phrase venant d'un grand alpiniste, d'un point de vue toi, d'un alpiniste ? Alors ça reste, tant qu'on l'a pas vécu, ça reste des mots, mais une fois qu'on a vécu, et j'ai eu la chance de le vivre 2 fois, des situations où c'est pas forcément, ça va pas de soi qu'on redescend, ça prend tout son sens parce qu'on a beau être passionné, je pense que n'importe quel être humain tient à la vie quand même les alpinistes les plus téméraires. Et du coup, cet aspect de responsabilité, comment toi tu le vois, tu le perçois maintenant ? Alors, je verrais plus en tant que responsabilité envers les vivants, pour ceux qui restent après. Parce que concrètement, si, comme je l'ai dit dans le premier épisode, si on est parti, techniquement, nous, on n'en souffre pas vraiment. C'est ceux qui restent qui en souffrent. Donc, c'est très clairement aux gens qui resteraient et qui devraient subir le deuil que j'imagine qu'ils pensaient. On aura l'occasion de discuter de toute manière plus en détail de toute cette expédition et justement de ces événements, de cette avalanche et de tout ce qui en a suivi et de l'état actuel et de comment tu vis ça. Justement, on va discuter de ces récents périples. Je me réjouis d'ailleurs de faire un deuxième épisode avec toi. L'épisode 1 avait bien marché, avait été apprécié. C'est d'ailleurs celui qui a été le plus écouté, le plus vu sur les plateformes. Pour ceux d'ailleurs qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté cet épisode, je les encourage, je les invite pour mieux connaître ton parcours d'aller écouter cet épisode. Toi, comment tu as vécu un peu quel retour tu as eu, comment tu as vécu ce premier épisode et si je me trompe pas, la première fois que tu passais dans un podcast? Alors, c'était effectivement mon premier podcast et alors non seulement ça a ramené un nombre considérable de followers sur les réseaux sociaux et surtout des réactions on ne peut plus bienveillantes. Parce que jusqu'à maintenant, les messages que je recevais en général, c'est waouh, c'est trop beau ce que tu fais, c'est incroyable, jamais j'aurai la chance de voir des paysages comme ça, donc je peux voyager à travers toi. Et depuis le podcast, ce qui a été marrant, c'est que pendant pratiquement 6 mois, vu qu'il a bien marché, j'ai reçu des nouvelles demandes de messages de gens qui sont tombés en scrollant sur le podcast, particulièrement sur un des extraits où je parlais justement du deuil et de parler de mort en montagne avec sa famille. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages extrêmement bienveillants sur l'humilité, sur ma manière de voir la vie en fait. Et on est toujours à la recherche d'un genre de validation. Et même si je me sens un petit peu un extraterrestre avec
le mode de vie que j'ai, la philosophie de vie que j'ai, c'est vrai que d'avoir tous ces retours positifs et bienveillants, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça a donné, je pense, une image de moi différente aux gens, en tout cas de ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux. C'est aussi le but de pouvoir justement un peu approfondir tout ce qu'on. C'est vrai qu'on a l'image d'un compte Instagram et c'est ça que j'aime bien avec le podcast, c'est qu'on peut revenir en détail sur les sujets, ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Tu m'avais pas donné la destination, je crois, pendant le premier épisode parce que c'est une opportunité. Donc l'expédition de laquelle tu reviens qui s'est montrée plus tard. Du coup, comment ça s'est déroulé un petit peu? Je te propose qu'on revienne un petit peu sur cette expédition. C'est aussi le but euh, que tu nous emmènes un peu tout le long pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe, comment se font les choses. Tu es parti justement avec Sophie Lavaux, la première Suisse et Française à gravir les 14 8000. Comment, après l'épisode, tout s'est enchaîné et tout s'est présenté devant toi? Alors, ce qui est très très drôle, c'est que dans l'épisode, j'avais dit quel conseil est-ce que je donnerais à mon moi de 20 ans. J'avais dit c'est de ne pas attendre que la vie nous arrive et c'est de prendre des décisions. Et Sophie Lavaux donnait une conférence à Lausanne fin mai, je crois 3 jours après le podcast, 3 jours après. Et puis, c'était incroyable parce que je me suis rendu à cette conférence sans personne parce que je trouvais personne pour m'accompagner, personne ne voulait aller jusqu'à Lausanne pour l'écouter. J'ai trouvé une place au premier rang, j'ai participé à la conférence et j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'étais allé dans l'optique de lui demander à la fin de la conférence. euh, j'ai pris son livre pour le faire dédicacer. J'étais la dernière personne à le faire dédicacer. Et je lui ai pleinement demandé, enfin pleinement, simplement demandé en lui disant j'ai le même rêve que toi, de gravir les 14 000. J'ai fait ça, ça et ça, donc la Madablam, la Concagua. Et la prochaine étape sur ma route, en fait, c'est l'Annapurna 4, à 7500 mètres. Donc, ce serait, entre guillemets, le dernier step avant les 8000. J'ai vu que toi et ton équipe avaient fait demi-tour le mois passé, au printemps. Je voulais juste savoir si vous y retourniez, et si oui, quand. Et elle m'a dit, oui, oui, on y retourne en octobre. Et je lui ai... Là, j'ai vraiment pris mon courage de deux mains, et je lui ai juste dit, est-ce que je peux avoir ton email et on échange, et est-ce que je peux éventuellement me joindre à votre expédition? Et après quelques échanges, elle a dit, bah, bienvenue dans l'équipe. Et c'est comme ça que moi, le petit Suisse, on va dire sans grande expérience, ou en tout cas à côté de quelqu'un comme Sophie Lavaux, j'ai eu le privilège de me joindre à son équipe cet automne pour aller gravir l'Annapurna 4, donc qui culmine à 7525 mètres. Du coup, début juin ou mi-juin, tu as un peu la confirmation que tu vas pouvoir participer à l'expédition. Le départ s'est fait début octobre, c'est juste? C'est ça, 30 septembre, ouais. Qu'est-ce qui se passe un petit peu entre le moment où tu es accepté dans l'équipe et le départ? Quelles sont un peu les étapes? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce que il y a un plan qui est établi? Est-ce qu'il l'était déjà? Comment tu interviens aussi dans ce processus-là? Comment tout ça, ça se passe? Alors, on s'est fait, je crois, 3 appels pour discuter des détails, mais sinon, concrètement, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça a beau être une expédition de groupe, si on sait gravir des sommets en haute altitude, ben, on sait comment faire son sac. Donc on va pas discuter matériel avec elle ou quoi que ce soit. Avec elle, on a fait rendez-vous à Katmandou le 1er octobre et puis c'est tout. Hem, ce qui a changé, c'est que du coup, le départ devenait définitif parce que j'avais l'opportunité de partir avec quelqu'un comme Sophie Lavaux. Et du coup, j'ai mis les bouchées doubles pour travailler 2 fois plus. Je me suis beaucoup moins entraîné parce que j'ai essayé de mettre le plus d'argent possible de côté pour, pour partir avec elle. J'ai même commencé à réfléchir à trouver des sponsors. Hem, j'ai été un peu pris de court parce que de nouveau, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé cet été. Et j'ai fait un plan d'entraînement, je devais racheter du matériel parce que je devais acheter de nouvelles chaussures, parce que j'étais encore jamais monté aussi haut, puis mes chaussures, elles sont pas assez chaudes pour monter à presque 8000. Donc ouais, il y a eu pas mal de choses à faire. J'ai essayé de m'établir un plan d'entraînement que j'ai suivi approximativement. Approximativement. J'ai toujours été très, très spontané dans mes entraînements. Et ouais, disons que la machine s'est mise en route dès que Sophie m'a dit bienvenue dans l'équipe. Au niveau préparation physique, on en avait déjà un peu parlé. Est-ce que tu as continué sur cette lancée-là ou est-ce que tu as, comme ça allait être un peu plus dur ou plus haut en termes d'altitude, tu as fait des choses différentes? Par exemple, on a reçu une question sur Instagram qui parlait
des tentes hypoxiques, c'est possible, j'ai peut-être pas le terme Tente exact. hypoxique, ouais. Est-ce que c'est des choses que tu as utilisées? Est-ce que tu as testé de nouvelles choses dans la préparation et dans ton acclimatation avant de partir? Alors les tentes hypoxiques, j'ai pas utilisé. C'est quelque chose que des gens comme Kylian Jornet, par exemple, utilisent. Ils font leurs ascensions sans oxygène, mais ils s'acclimatent à la maison en dormant 3 à 6 mois avant dans des tentes qui simulent la privation d'oxygène, en fait, en dormant de plus en plus haut, mais tout en restant à la maison. Et ça permet d'arriver, en fait, sur la montagne déjà acclimaté. Je l'ai pas fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup plus de séances d'intervalle, de fractionnés que je détestais faire. J'ai fait beaucoup plus de séances en portant lourd parce que, j'en ai pas fait beaucoup les mois qui précédaient et je sais que c'est ça qui peut, on va dire, être fatal parce qu'on a beau avoir le cardio, ce qui change là-haut, c'est souvent le fait qu'on porte très très lourd et on n'est pas habitué à porter aussi lourd ici en bas. Enfin, ici en bas, ici en Suisse. Donc, j'ai essayé de me mettre, on va dire, plus dans le dur, plus de courses dans la semaine aussi, donc plus d'efforts répétés. Mais sinon, c'était comme pour la Madablam, on va dire, l'entraînement. Au niveau de la relation avec le groupe, est-ce qu'il y a eu, et est-ce que c'est important pour toi de bien apprendre à connaître les gens? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que t'as eu l'opportunité de passer des moments, peut-être sympathiser Avant ou mieux après? Ou avant, pendant? avant ou pour que ça serve pendant l'expédition? Pas eu le temps, pas possible. Alors déjà, euh, Sophie est quelqu'un de très très pris, comme tu peux t'imaginer. On s'est rencontrés une fois. Si, on s'est rencontrés parce qu'il y a l'ami et Sherpa qui grimpe avec Sophie Lavaux, Sangué, qui a fait son anniversaire. Il est venu la visiter en Suisse, il a fait son anniversaire ici. Ils habitent pas loin de Genève. Et j'ai été invité à fêter l'anniversaire de Sangué. Donc on a passé, on va dire, un après-midi plus une soirée ensemble. Et là, très clairement, tu rencontres aussi tous les amis de Sophie, etc. Ça resserre les liens. Mais sinon, le reste, il y avait un seul autre membre, on va dire occidental dans l'équipe, Oleg, un grimpeur russe que j'ai appris à connaître à Katmandou. Mais sinon, avec Sophie, en tout et pour tout, on a eu 3 téléphones et un après-midi ensemble. Je pense que même sans l'après-midi ensemble, l'expédition se serait bien passée. Je suis je suis un caméléon, je m'adapte assez facilement aux gens avec qui je suis. Et je pense que même sans cette rencontre préalable, la dynamique aurait été pareille. Parce en fait, on partage une vision commune de la montagne, on partage un but commun, et c'est pas comme si c'était quelqu'un à côté de qui on voyageait dans l'avion ou dans le bus dont on ne connaît rien. Là, on sait qu'il y a un mindset commun quand même. Est-ce que tu vois une différence ou c'est différent d'une expédition, par exemple celle que tu as fait avec Daniel, ou c'est un ami à toi? Est-ce que tu le vis d'une manière différente ou est-ce que c'est juste quelque chose de nouveau et en plus, avec une alpiniste expérimentée, tu te positionnais différemment par rapport à la relation en équipe et à cette relation-là? Oui, c'était très différent. Avec Daniel, on était tout seul avec Nawang, notre Sherpa, et, et on n'était pas du coup, on faisait pas partie d'un grand groupe. Euh, Mais il y avait d'autres gens. Le camp de base était relativement important. Alors que ici, on était 3 occidentaux. Il y avait Sophie, Oleg et moi. Et il y avait très peu d'équipes sur le camp de base de Annapurna 4. Alors, ça fait une différence, c'est-à-dire que je réfléchissais pas en binôme, je réfléchissais pour moi. C'était moi et on va dire mes décisions. J'étais de nouveau avec Nawang, du coup. La même personne qui m'avait accompagné à la Madablam en 2023. Je lui avais demandé s'il voulait revenir avec moi parce que lui connaissait déjà ma manière de grimper. Il savait que je voulais pas qu'il me porte quoi que ce soit, que je voulais porter toutes mes affaires. Donc voilà, il n'avait jamais fait l'Annapurna 4 non plus. Mais ouais, c'est différent dans le sens là où tu es un membre avec une expedition leader qui était Sophie Lavaux, Oleg pareil, et je dis pas qu'on est les suiveurs, mais on fait partie d'une expédition et puis je bois les paroles de Sophie, etc. parce qu'elle a fait, je crois, 22 expéditions. Donc, je peux très clairement prendre, je vais pas dire ce qu'elle dit pour une vérité absolue, mais presque. Et alors qu'avec Daniel, c'était vraiment plus l'aventure entre copains. C'est-à-dire, on découvre, c'est notre première expédition et tout. Et là, c'était vraiment plus, j'y allais pour apprendre de quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience.
quel est le rôle? Tu as parlé de leader d'expédition, c'était ça, elle avait ce rôle-là. Quel est, pour résumer un peu, le rôle d'une personne qui fait ça et qui prend ce rôle dans une expédition? Je crois que c'est uniquement ce qui est marqué sur le permis parce qu'au Népal, tu dois désigner en Ok. fait un expedition leader. Donc ça veut dire que c'est elle quand même qui prenait les décisions si jamais il y avait. euh, J'imagine que s'il y avait eu un désaccord sur le nombre de nuits à passer ou quoi que ce soit, c'est elle qui aurait tranché. Mais ni Oleg ni moi ne nous sommes opposés au plan qui était de faire une acclimatation comme ça, de prévoir tant de temps en altitude, etc. Donc je pense que bon, déjà, je pense que ça aurait été Sangué, le Sherpa qui grimpait avec elle, qui aurait eu le dernier mot. Mais sur le papier, il fallait un expedition leader et c'est Sophie qui a assumé ce rôle. Mais en vrai, tout est une discussion. Surtout, en fait, entre Sophie et Sangué, qui sont les deux plus expérimentés sur place. Ok. Tu parles justement d'expérience. Comment tu perçois l'expérience d'une grande alpiniste? Si je prends souvent enfin, je fais souvent le parallèle avec le foot parce que c'est un peu le sport que je suis et que je connais le mieux. Je pense qu'un joueur expérimenté, tu le remarques peut-être par son calme, la répétition des petites choses qui fait qu'il est là où il est. Toi, comment tu as perçu cette expérience-là, mais en alpiniste, avec Sophie Lavaux? Le lâcher-prise de Sophie. Sophie, alors, j'ai grandi en Afrique centrale, hein, donc dans mon adolescence et mon enfance, j'ai appris à lâcher prise, à pas m'énerver pour les retards, pour les trucs comme ça. Après, ça fait 17 ans que je suis de retour en Suisse. Donc, je me suis suicidé à nouveau. Euh, et c'est vrai que de retourner dans ces pays où les choses tournent pas forcément comme en Suisse, pas aussi bien, on va dire pas aussi bien huilées, Sophie, elle dit toujours, ils sont des merdes, ils trouveront toujours un moyen. Alors que nous, on est du genre à s'énerver, à stresser s'il y a quelque chose. Sophie, elle dit, t'inquiète pas, ils trouveront un moyen. Et c'est le cas aussi au Pakistan, quand elle allait faire les 8000 au Pakistan. Et j'ai pu le remarquer dans l'expédition. C'est vrai que peu importe ce qui se passe, elle suit le mouvement et puis tu vas pas la voir stresser ou s'énerver pour des trucs, pour des détails, pour des changements de plan. Moi, ça a souvent été les changements de plan à la dernière minute pendant l'expédition que je comprenais pas. On arrive au camp 2, puis finalement, on redescend au camp de base. Non, non, moi, je veux rester. Pourquoi vous redescendez tout d'un coup? Et on a eu des discussions avec Sophie après ces événements, puis elle m'a expliqué, puis après coup, j'en rigole, parce qu'effectivement, finalement, ça marche toujours. Peu importe que ce soit de notre manière, de la manière qui était prévue à la base, ils trouveront toujours une manière que ça marche, en fait, de faire marcher le truc, que ce soit le sommet, que ce soit la montée, que ce soit les mules pour monter au camp de base, que ce soit le 4x4 qui a de la peine à passer, ils trouveront un 4x4 de remplacement en appelant le cousin du père de je sais pas quoi. Donc, il y a toujours des moyens. Et Sophie, c'est surtout le lâcher prise. Et la patience. La patience. On sentait que Oleg avait plus envie d'y aller, il voulait monter, puis Sophie, ça la dérangeait pas de faire encore 2-3 jours au camp de base avant de monter. C'est, Elle prend le temps. Elle prend le temps. Donc ça va avec le lâcher prise, le calme, lâcher prise et patience. On vit dans une ère où il faut toujours tout faire le plus vite possible. Et je t'avais déjà dit au premier épisode que c'est pas du tout dans mes valeurs. Et c'est ce qui m'avait touché à la conférence de Sophie, c'est qu'elle avait vraiment dit, elle a pris le temps de faire ses sommets. Je sais plus s'il lui a fallu, je sais plus combien d'années il lui a fallu, mais beaucoup. Il lui a fallu beaucoup d'années pour faire ces sommets. Et puis là, on est sur des Krishnarila qui l'ont fait en 6 mois et 6 jours, les 14 000 et tout. Puis Sophie se laisse le temps et puis elle apprécie autant la montée que la descente, que repasser dans les villages à la descente. Et puis voilà. On voit tout le temps des gens qui prennent des hélicoptères depuis le camp de base pour rentrer directement à Katmandou pour économiser du temps parce qu'ils veulent rentrer le plus vite possible. Et non, Sophie, c'est quelqu'un qui kiffe le voyage. Et ça j'aime beaucoup. Et vu que je partage la même vision, c'est quelque chose qui nous a rapprochés aussi. Apprécier l'ensemble de l'expédition plutôt que de se satisfaire uniquement du sommet. Ben, en l'occurrence, j'ai pas fait le sommet, donc oui, j'avais tout intérêt à profiter du reste. Mais c'est vrai que cette expédition qui était mon premier échec, entre guillemets, moi, le premier où j'ai pas réussi un sommet, ça m'a appris que de nouveau, ces citations qu'on balance tout le temps, genre ce qui compte, c'est le voyage et pas le sommet, ben j'ai dû le vivre parce que tu me vois aujourd'hui, je suis pas démoralisé, je suis pas déprimé, j'ai pas fait de dépression comme après la Madame ou quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai pas fait le sommet. Donc c'est la preuve que tu me vois là rayonnant, c'est la preuve qu'il y a quand même quelque chose dans le voyage, même si on n'a pas eu le sommet.
Et aussi, il y a l'aspect qui est intéressant dans ce que tu as dit par rapport à Sophie, c'est aussi garder son calme mental ou son énergie mentale pour le moment où ça va vraiment compter, peut-être. Est-ce qu'il y a un aspect comme ça aussi de t'as besoin d'aller chercher tellement de ressources mentales à un moment de l'expédition que le fait de le garder peut-être pour Ouais. le moment où ça compte, Exactement. ça fait une différence. Exactement. Ouais. Ça fait partie. Tous les grands alpinistes sont d'un calme olympien. Enfin, je ne connais pas beaucoup de petits excités. En général, ils sont calmes. C'est ceux qui vont parler le moins je suis parti sur une deuxième montagne après où j'ai rencontré Jorge Egocheaga. Et je pense qu'en tout et pour tout, sur 4 jours, je dois l'avoir entendu prononcer une cinquantaine de phrases. Donc c'est quelqu'un qui a gravi déjà les 14 000 sans oxygène. Donc il fait partie des grands de ce monde. C'est une machine. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va être très réservé, qui va être très très calme, très ouais, presque comme dans ses pensées tout le temps. Et je pense il y a une vérité là-dedans. Et je pense que les gens qui arrivent le plus à garder leur calme dans les situations de la vie de tous les jours, c'est peut-être ceux qui réussissent le mieux là-haut. Tu as parlé avant justement de voyage. Tu arrives au Népal. Comment se déroulent les événements? Qu'est-ce que vous faites en premier? Est-ce qu'il y a déjà une acclimatation en ville? Comment ensuite vous montez dans les premiers camps, etc. Quel est le déroulement? Je ne sais pas s'il y a un protocole un peu classique, un déroulement classique, mais comment ça s'est passé Mhm. pour cette expédition-là? Alors pour ceux qui feraient une expédition au Népal ou un trekking, en général, l'expédition classique, c'est on arrive à l'aéroport de Katmandou, c'est le gros choc culturel pour ceux qui sont jamais sortis de Suisse. Et sinon, ça s'est passé comme la première fois quand j'étais à la Madablam, pardon, c'était déjà la deuxième fois, puisque j'étais déjà allé en 2019 pour faire le trek dans la région de l'Everest. C'est toujours la même chose. Il y a un pick-up à l'aéroport, on nous amène au super hôtel. Et puis, on a en général un repas de bienvenue le premier soir. Le jour d'après est réservé à tout ce qui est shopping en ville, les derniers achats de sucreries, les derniers massages avant d'y aller, etc. dans la capitale, donc dans le Thamel, qui est le quartier touristique de Katmandou. Nous, je crois qu'on a fait 2 jours avec Sophie et Sangué. Alors, je suis pas dans un hôtel de luxe ou quoi que ce soit. Je suis dans le petit hôtel familial où Sophie séjourne maintenant depuis une dizaine d'années, chaque fois qu'elle y va, qui est en dehors du centre, donc très très calme, vers le grand stupa qui est connu. Et je crois que le premier jour, on a fait les achats. Le deuxième jour, on a fait une randonnée, mais pas vraiment d'acclimatation. On a juste fait une randonnée pour se dégourdir les pattes. On est monté sur les hauts de Katmandou. J'étais monté avec Nawang et puis elle est montée avec Sangué. On est monté en mobilette jusqu'à la base de la montagne et puis après on l'a gravi. Et ça a été une petite randonnée, on va dire, qui resserre les liens, tu vois, histoire d'apprendre à se connaître avant de partir ensemble à l'expé. Oleg, on l'a vu juste pour le souper de bienvenue. Et ensuite, on s'est retrouvés donc le 3e jour à 8h du matin avec les sacs tout pactés, direction Bessisahar, qui est une ville à 8 heures de route. On a pris un minibus. C'était au début octobre. Il y avait des inondations, il y a eu des morts. On a roulé du coup sous la pluie pendant 2 jours. 8 heures le premier jour. Et pour le deuxième jour, on a changé à une Jeep 4x4 parce que c'est des routes parmi les plus impressionnantes que j'ai fait de ma vie. Et pourtant, j'ai fait l'Afrique. Donc, surtout après les pluies, c'est des tranchées dans la boue et tout. Ces Jeeps sont incroyables. Vraiment. Et puis, du coup, 4 jours après l'atterrissage, on était au petit village de Humde, au fin fond de la vallée, dans la région d'Annapurna, à 3300 mètres. Mais on était à 3300 mètres, on y arrivait en voiture, pas en marchant. Quand on fait le trek du camp de base de l'Everest, on y va en avion, on atterrit à Lukla, puis après on atterrit à 2008, on descend à 2006, on remonte à 3003. Là, c'est tout en voiture, on prend pas d'avion, on est déjà à 3300 mètres. Donc, c'est rapide comme approche. C'est là où parce que d'ailleurs on aura l'occasion d'y revenir, mais tu as tout partagé ou beaucoup partagé sur un groupe WhatsApp. Et je me rappelle d'un moment maintenant, je sais plus exactement quand c'était, mais où tu partages un voyage en voiture qui était extrêmement long pour très peu de kilomètres faits. Oui, Est-ce que c'est celui-là ou pas? C'est celui-là, C'est oui. celui-là, ok. On a mis 9 heures ou 10 heures pour faire 84 km. Ah ouais. Voilà. Donc ça met les choses en perspective.
En Jeep, c'était vraiment extrêmement lent, tellement les routes étaient accidentées. Mais l'avantage, c'est que notre petite équipe de 3 personnes, avec tous nos bagages, on avait 50 kilos par personne, tout tenait dans la Jeep. Et puis, il y avait déjà une équipe qui était au camp de base, qui avait monté les tentes. Ils étaient montés 2 jours avant nous. Mais oui, c'était ce fameux voyage-là que j'ai beaucoup partagé. Un peu moins sur Instagram, ce voyage. Je sais pas pourquoi, mais je mets souvent la pression sur Instagram. Les posts, j'ai de la peine à en faire. Les stories, même les stories, vu que les gens sont habitués à une certaine qualité de story, je me mets aussi la pression maintenant. Et du coup, ce qui a été nouveau, c'est que j'ai créé pour ce voyage un groupe WhatsApp où les gens pourraient avoir les informations peut-être un peu plus en live, mais sans que moi j'ai la pression que le contenu doit être à l'esthétique léché. Et puis, ça pouvait vraiment être un peu plus brut, du partage de contenu brut. Et oui, il y a pratiquement 300 ou 350 personnes qui ont rejoint le groupe WhatsApp au fur et à mesure de l'expédition. Ouais. Franchement, c'était vraiment intéressant. Ça permettait d'avoir un peu les insides, mais d'une manière différente qu'Instagram. Tu sais, je sais pas, vu que c'est aussi des notifications que tu reçois sur WhatsApp, où tu as plus. Normalement, c'est plus des messages privés de tous les jours. Là, c'était intéressant d'avoir de temps en temps la notif et de suivre vraiment au fur et à mesure. Je trouvais ça. Moi, j'ai adoré, franchement, et je pense que ça a été bien apprécié. Est-ce que ça a changé un peu ta manière de vivre l'expédition? Est-ce que tu avais l'impression, pas que tu es seul normalement, mais est-ce que tu avais l'impression de plus partager le truc comme si, je sais pas, tu discutais tout le temps avec quelqu'un ou tu avais vraiment des gens avec qui échanger et les tenir au courant? Comment Ben, je me sentais soutenu. C'était littéralement comme on pourrait comparer ça à si quelqu'un fait un mur d'escalade un peu compliqué, puis que dessous il y a une foule qui l'encourage. Et je pense que je voyais le groupe WhatsApp comme quelque chose comme ça. Moi, je leur parlais pour raconter ce que je faisais, mais je savais pas leur vie. Je voyais leur réaction, parce que dans un groupe comme ça, je peux pas ouvrir la discussion à tout le monde, sinon ça devient. Mais du coup, je mets un message, je voyais qu'il y avait genre 56 personnes qui likaient le message, et c'est genre du soutien, c'est des gens qui disent ah machin, je suis derrière toi. Et toi, en tant qu'alpiniste, tu le vois comme une vague de soutien et ça te donne de la force pour les jours où ça va moins bien. Et pour les gens qui restent et qui m'ont écrit en privé, m'ont dit ce groupe WhatsApp, c'était une super idée parce qu'on avait encore plus l'impression de voyager avec toi. Alors bien sûr qu'il ne faut pas que ça prenne l'ascendant sur l'aventure et puis que ce soit, on va dire que ça m'empêche d'apprécier l'aventure en elle-même, mais je crois que j'avais on va dire que j'avais un rythme d'à peu près un message par jour avec des photos où je faisais le soir avant de me coucher, quand j'avais du réseau internet, un résumé de la journée en français, un résumé en anglais, soit en message vocal, soit par écrit, avec juste une sélection de photos de la journée. Ça me forçait directement à sélectionner les 6-7 meilleures photos de la journée. Et puis, voilà, les gens sont libres de mettre en sourdine s'ils veulent pas recevoir. Les gens sont libres de ne pas sauvegarder les photos s'ils veulent pas que ça encombre leur pellicule. Et puis, du coup, ça donne cette flexibilité, en fait, que c'est pas comme Instagram où si je mets 25 stories, ben, les gens sont obligés de les. Enfin, regardez, non, ils peuvent les passer. Mais ouais, c'était une tentative et ça a bien marché. Donc, je pense que je vais garder ce groupe WhatsApp, où il est d'ailleurs toujours là. Je vais le garder pour la prochaine expédition. c'est un peu à l'image d'un fans club pour les skieurs. Je sais pas si c'était au courant de cette pratique, ça se fait régulièrement. C'est un peu c'est en gros le même principe, mais sur une saison. En tout cas, moi, je suis, comme il est passé sur le podcast, je me suis mis dans celui d'Arnaud Boisset. Et du coup, c'est un peu la même chose sur la saison entière, quoi. T'as les news un petit peu régulières. Mais franchement, cool. Je me réjouis de voir la suite, notamment pour la prochaine expédition. Donc, on peut le dire, tu peux le dire, tu vas garder ce groupe. Ce groupe va rester actuel. Et je vais même pouvoir mettre le lien, du coup, en description des trucs pour que. Tu peux. Et il y aura des nouvelles incessamment sous peu pour la prochaine expé. Top. Donc, cet épisode sortira fin décembre. Donc, vous pouvez même maintenant, après l'épisode, rejoindre le groupe qui est dans la description. Il y a quelques questions qui sont venues justement par rapport à ce groupe sur Instagram. Est-ce que ça t'a mis plus de pression? Tu as parlé justement du rapport avec Instagram, mais est-ce que tu sentais une sorte d'obligation à le faire ou comment tu as une petite pression de le faire quand même? De le faire. Comme un devoir un peu de te dire ok, les gens ont rejoint, même si j'ai pas envie, il faut que je publie ce soir, les tenir au courant, ou c'était vraiment souvent par envie et si ma foi t'avais pas envie, pas la motivation, pas le temps, pas l'énergie, tu le faisais pas? Je l'ai pas fait tous les soirs. Ou est-ce que je l'ai fait tous les soirs? Non, je pense que j'avais plus peur de l'inverse.
J'avais peur de saouler les gens avec des Ok. informations inutiles lorsqu'il se passait pas forcément grand-chose dans la journée, mais c'est parce que après j'ai réalisé en fait que mon niveau de waouh, mon seuil était peut-être un peu haut et que pour certaines personnes, rien qu'un voyage en Jeep, ça pouvait être hyper impressionnant, alors que si moi j'avais été dans le groupe, j'aurais peut-être pas forcément regardé avec la même intensité le voyage en Jeep, parce que moi, ce que je veux voir, c'est voilà, le camp de base, la montée et tout. Donc, j'avais plus peur de déranger que envie de surpartager. Mais c'est ça, parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'himalayisme, je me souviens, je t'ai dit, j'ai écrit à des gens, genre Steffi Troguet, etc. J'ai demandé, mais comment est-ce qu'on se met à l'himalayisme? Parce qu'en fait, t'as aucune idée. Tu vois les vidéos sur YouTube, tu vois les vidéos sur Instagram, mais on montre que les trucs, les trucs exposés, les vidéos impressionnantes, mais tu sais pas comment ça se passe. Et vu que je savais que les gens me suivaient, pendant le Summit Push, là, pendant le Summit Push, je me suis senti quand même comme un devoir d'annoncer. Parce que je sais que le point, il bouge pas très vite et que les gens, ils peuvent vite se poser des questions. Est-ce qu'il est mobile? Est-ce qu'il s'est endormi ou quoi que ce soit? Donc, pendant le Summit Push, mais je sors mon téléphone de toute façon pour faire des photos. Donc, de mettre un message. Alors, pendant le Summit Push, c'est pas sur WhatsApp, hein. J'écrivais via le Garmin et ça envoyait à mon père que j'avais mis comme admin du groupe, et c'est lui qui transmettait les informations. Mais parce que je savais qu'il y a certaines personnes qui aimaient, genre, qui voulaient suivre. Moi, je sais que j'ai un ami, John Chandler, qui fait de la course, il fait des ultras. Euh, et je sais que quand il court, moi, je suis le petit point. Je suis le petit point. Quand il y a des webcams au point de ravito, j'attends pour le voir passer sur la webcam. Donc, je sais que quand une personne compte pour vous, quelque chose qui peut paraître ridicule, genre suivre des pixels sur un écran, ça a de l'importance parce que on se représente la personne dans la difficulté, dans la souffrance. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de, vu qu'ils avaient le petit point, d'avoir en plus les messages qui collaient au petit point, du genre, ah, je viens de passer la crevasse, je sais pas quoi. Alors, j'en ai pas fait 600. Pendant un semi push, j'en ai fait 3, je crois, sur un semi push de 11 heures. Donc. Mais ça permettait de les tenir informés, surtout que le semi push a été pas mal semé d'embûches, on va dire. Ça, c'était une question liée aussi d'Instagram. Est-ce que tu regrettes d'avoir partagé certaines choses pendant cette expédition sur ce groupe WhatsApp? Non. Non, alors ça, je pense que tout comme je t'avais dit, je suis quelqu'un qui suis assez franc, assez honnête, et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que j'aurais dû pas partager. Je suis tellement transparent, je suis tellement authentique. Bien sûr que plus on partage, plus les gens peuvent vous blesser. Comme n'importe quoi, plus on devient visible, plus on donne. C'est quoi? On rajoute de l'eau au moulin? Comment c'est l'expression? Plus on donne, entre guillemets, de la matière aux, comment on dit, aux haters ou bien aux gens qui veulent vous atteindre. Mais je devrais peut-être apprendre on va dire, à tenir un peu plus ma langue euh, dans le futur. Mais pour l'instant, ça m'a pas porté préjudice au point que je dois y faire attention. Je préfère rester moi-même. Mais je sais que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Euh, Donc, à force de peut-être en vouloir à force de vouloir trop en faire, peut-être que je pourrais trop en dire. Mais non, en tout cas, pour le groupe WhatsApp, je pense que non, j'aurais pas partagé moi. Du coup, arrivé au Jeep, t'en parlais? Quelle est la suite? Alors, la suite, c'est qu'on a fait un jour de repos à Houmdé, donc on a fait 2 nuits. Euh, Histoire de m'acclimater, je suis monté le lendemain matin à 4000 mètres. On était à 3-3, je suis monté le matin avant qu'ils se réveillent les autres à un point de vue où j'ai vu pour la première fois l'Annapurna 4 et j'avais beau m'y être préparé. Quand on voit ces montagnes, c'est impressionnant. À l'inverse de l'Everest, etc., là, on est déjà, quand on voit l'Everest, on est à 5000 mètres. Là, c'est vraiment, je sais pas, on est à 3003 et les montagnes au-dessus, on voit l'Annapurna 2 qui est à 7009, on voit l'Annapurna 4 qui est à 7005. Donc, il y a vraiment, il y a 4 km et demi, elles sont 4 km et demi au-dessus de nous. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Et du coup, ça m'a rempli d'humilité, mais c'était magnifique d'enfin les voir. On avait enfin un jour de beau. On a fait ensuite une marche de 10 km jusqu'à Manang, donc ça c'est le jour de repos, hein. On a fait pratiquement un semi-marathon en aller-retour, plus la randonnée que j'avais fait le matin.
Pareil, de nouveau un jour, là on a tissé des liens avec Oleg, Sophie, Sangue, Nawang. Ah non, Nawang n'était pas encore là. Nawang, il est arrivé beaucoup plus tard. Il avait des problèmes d'acheminement de son duffel bag de l'expédition d'avant, parce qu'il était au Manaslu. Donc Manang nous a rejoint au camp de base. Et le lendemain, on est monté au camp de base, qui est à 4800 mètres. Donc le camp de base, en gros, là on allait passer les 20 prochains jours, est à la hauteur du sommet du Mont Blanc. Et c'est là qu'on met notre camp de base. Là où c'est très difficile, c'est qu'on est monté directement de 3300 à 4008. Et normalement, en haute altitude, la règle, c'est de respecter des paliers de 500 mètres entre chaque nuit. Normalement, au camp de base de l'Everest, quand on y monte, c'est ce qui se fait. On dort à 2000, 2007, 2008, ensuite 3003, 3008. On essaie de ne pas aller trop vite. Et là, le choc, il est vraiment brutal. J'ai essayé de monter lentement parce que je savais que ça allait taper. Et malheureusement, c'est le terrain qui est comme ça. Il n'y a pas de camp intermédiaire et ça monte très raide jusqu'au camp de base. On aurait peut-être pu faire une nuit à 4000 en installant un camp de fortune ou en prenant des tentes avec nous. Mais en arrivant au camp de base, c'est bien allé les premières heures. Et puis après les premières heures, c'était une migraine qui m'a pas quitté pendant 3 ou 4 jours. Alors j'ai pu vivre, mais on vit avec 3 à 4 ibuprofènes par jour, quoi. C'est pas très agréable. Après, on a eu du mauvais temps au camp de base. On a fait un dépôt matériel au pied de la paroi, au point qui s'appelle Crampon Point, où on enfile les crampons parce qu'il y a une moraine à traverser. C'est entre 1 heure et 1 heure et demie pour aller au Crampon Point, à peu près à 5000 mètres. Et pour la 4, la partie la plus technique, c'est la partie entre le Crampon Point et le camp 1, parce que c'est des rochers extrêmement raides. Un peu type Amadablam, c'est pratiquement vertical, les cordes fixes sont installées. Mais ouais, on a fait, je crois, 2-3 jours au camp de base, le temps que le temps se calme. On allait poser des affaires au Crampon Point pour se dégourdir les jambes. Et quand la météo était meilleure, l'idée, c'était de faire une rotation d'acclimatation. Camp 1, camp 2, camp 3, donc à 6500, et ensuite redescendre au camp de base, donc 3 nuits là-haut. Problème, c'est que les vents étaient très capricieux cette année, et qu'il y avait des vents relativement puissants. Le météorologue de Sophie lui envoyait tous les jours les updates météo. Il y avait des vents relativement puissants au-dessus de 6500. Donc on avait une épaule à 6300 mètres, et les vents venaient du sud-est, je crois. Donc on était abrité jusqu'à 6003, mais le camp 3 aurait été exposé au vent à 70 km/h et ça aurait été impossible d'aller y camper. Donc on s'est rabattu sur un plan de rechange qui était de dormir au camp 1 et ensuite 2 nuits au camp 2. Camp 1, 5500, camp 2, 6000 mètres. Donc c'était déjà un plan de secours. Presque à des altitudes qui sont pas loin du sommet de la Madablam Oui, c'est pas faux. qui représentait le sommet quand même. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui, oui, c'est vrai que 6000 pour le coup, oui. Alors on dormait, c'est l'altitude du camp 2 à peu près. Ah ben non, le camp 2 est à peu près à 6000 à la Madablam aussi. Ouais, les distances étaient beaucoup plus courtes. La Madablam, c'était très très court par rapport à celui-ci. En fait, c'est une section très raide jusqu'à 6300 mètres et après c'est très long et presque en faux plat jusqu'au sommet. Donc entre les 2 nuits à 6000 mètres, on est monté à 6300 à l'épaule, à l'endroit où Sophie avait dû faire demi-tour au printemps. Et cette fois, la crevasse était bouchée. Il y avait eu assez de neige. Et c'est là qu'on a su qu'on pouvait continuer l'expédition. Mais ouais, ça, c'était du coup la rotation. Toute l'équipe a finalement pas voulu faire la deuxième nuit au camp 2. Donc après qu'on soit allé crapahuter sur l'épaule, tout d'un coup on arrive au camp 2 et puis Sangué il dit faites vos affaires, on redescend au camp de base. Et puis je dis mais pourquoi? Enfin moi je veux mon acclimatation, j'ai eu des maux de tête, etc. Là ça va enfin mieux, donc je voulais rester à 6000 mètres pour m'acclimater. Et finalement c'était chacun décidait pour lui. Donc du coup Sophie, Sangué, Oleg et leur Sherpa, son Sherpa sont descendus. Et je suis resté tout seul avec Nawang à 6000 mètres pour la deuxième nuit. Typiquement, bien sûr que ça faisait envie de descendre au camp de base. On a de la nourriture chaude, il y a le cuisinier qui cuisine, etc. Mais là, pour respecter le plan, je suis resté derrière avec Nawang. Alors, je me suis excusé auprès de lui en disant je suis désolé, mais je veux m'acclimater, quoi. Même si les autres y descendent, comme ça, j'ai au moins mis toutes les chances de mon côté. Je me suis dit, si jamais je réussis pas le sommet, j'avais pensé. Je m'étais dit, si jamais je réussis pas, je pourrais pas dire c'est parce que j'ai cherché à prendre des raccourcis sur l'acclimatation, etc. Je voulais faire les choses bien. Donc ouais, après 3 nuits, on est redescendu au camp de base. Puis après, on était prêt pour le summit push. Il fallait juste attendre la fenêtre météo. Est-ce que pendant ces périodes dans les camps de base, dans les camps 1, 2, 3,
peut-être plutôt les 1 et 2, je pense. Mais est-ce que tu as des moments où tu arrives à vraiment déconnecter, à peut-être vivre un peu un autre rythme? Je pense que c'est le cas, mais au niveau peut-être des connexions un peu numériques, être plus avec toi-même, c'est des choses que tu arrives à expérimenter et vivre pendant ces acclimatations où il y a pas mal de temps et parfois pas grand-chose à faire, je pense. Oui. Oui, alors là, très clairement. Les moments, alors dans les apps, il y a toujours du réseau, donc même sous tente, tu pourrais être sur ton téléphone, tu pourrais regarder Netflix. Là-haut, il n'y a rien. Donc, c'est vite vu. Le temps passe très très vite. Tu n'as rien compris. Il est déjà 18h. Tout prend tellement de temps. Tout ce qui est faire fondre la neige, etc. Manger. Entre guillemets, tu n'as pas grand-chose à faire, mais tout prend tellement de temps que... Ouais. Puis le soleil se couche à 18h, 18h30. Donc, une fois qu'il fait nuit, tu n'as vraiment plus rien à faire parce que tu restes pas dehors. Il fait beaucoup trop froid. Euh, Oui, je pense que c'est dans ces moments-là que tu réalises en fait où tu es. Quand tu as mangé et puis que tu vas te balader dehors et tu regardes le coucher du soleil, tu te dis que tu as vraiment de la chance d'être là où tu es. C'est ouais, camp 1, camp 2, c'était vraiment des très très beaux moments. Parce que il fait froid, mais tu peux quand même te balader hors de la tente. C'est pas non plus du -20. C'est -20 la nuit. Et du coup, Summit Push, comment tout ça s'est déroulé depuis le camp 3? Alors, on est monté déjà directement jusqu'au camp 2 en un seul push, vu qu'on était acclimaté. Ça s'est bien passé. Le lendemain, on est monté au camp 3. On l'a installé parce qu'il n'y avait encore pas de tente. On a fait la trace. On était 7, donc les 3 occidentaux avec chacun un Sherpa. Et il y avait Gelou Sherpa en plus qui était là, qui était un Sherpa relativement expérimenté, qui avait déjà grimpé avec Sophie au printemps, je crois, et sur plusieurs autres montagnes. Et lui, il était là uniquement pour fixer les cordes, faire la trace, etc. L'idée, le plan de base était, on savait pas vraiment quand on a monté le camp, mais le plan de base était de partir entre 23h et minuit, si je me souviens bien. J'avais même entendu 21h des rumeurs, et finalement c'est Sangué qui a pris la décision. Il me semble, j'ai un gros blanc. Je sais plus du tout à quelle heure on est parti. Je sais plus du tout à quelle heure on est parti. C'est incroyable ça. On peut retrouver sur le groupe On peut WhatsApp. sûrement retrouver sur le groupe WhatsApp, effectivement. Mais voilà, on est parti au milieu de la nuit, c'était soit minuit et quart, soit 23h15, je sais plus. Et voilà, donc on a mis le réveil, et puis on s'est mis en route, en colonne relativement lente. On n'est pas parti. Je crois qu'on est parti une demi-heure plus tard que ce qui était prévu. Euh, Puis voilà, on sait juste que ça va être extrêmement long. Euh, à partir de ce point-là, aucun de nous n'est déjà allé aussi loin. L'Annapurna 4, il a été gravi seulement 128 fois. Donc personne n'avait encore fait la trace. On avait des images de drone, donc on savait plus ou moins où aller. Mais à partir de là, c'était vraiment l'inconnu. Oleg était devant. Son Sherpa était parti 1h30 avant avec Gelou pour fixer les cordes. Donc Oleg était sans Sherpa. J'étais avec Nawang et derrière moi, il y avait Sophie et Sangué. Et on s'est engagé dans ce qu'allait être une très très longue journée. Tu veux en savoir plus? Évidemment. Après à peu près une demi-heure, Nawang avait une radio dans son sac et j'entends des crépitements de radio. Et c'est Sangué qui discute avec l'équipe qui fixait les cordes. J'ai pas tout saisi, mais il était question de cordes fixes parce qu'à un moment, Sophie, elle a pris la radio et je l'ai entendu dire en anglais, oui, mais un summit push, c'est 400 mètres, c'est pas 1000 mètres. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose. Je savais pas quoi, mais qu'il y avait quelque chose, peut-être au niveau des cordes. J'ai entendu Gelou qui lui répondait, non, non, mais viens, c'est bon, etc. Et ensuite, ça a continué, mais en népalais, donc entre Sangué et puis Gelou. Et Sophie et Sangué étaient à peu près 100 mètres derrière moi. Ça ventait très très fort. Pour les altitudes, c'était du 30-35 km/h. Donc à ces altitudes-là, on n'entend rien. On a la capuche, on a le bonnet, le masque de ski. Et tout d'un coup, je vois les lampes frontales qui font demi-tour de Sophie, Sangué. Et il y avait aussi le caméraman de Sophie qui était là, Manish. Tout d'un coup, les lampes frontales font demi-tour et j'ai pas compris pourquoi. Mais j'ai pas non plus demandé pourquoi. Du coup, j'ai regardé Nawang et alors que j'aurais pu lui dire pourquoi ils font demi-tour, prends ta radio, on leur demande. Je pense que j'étais tellement en mode tunnel vision sommet
que je m'étais dit, mais de toute façon, c'est lui et moi. Enfin, comme avait dit Sophie à sa conférence, c'est en Himalaya, tu grimpes en binôme. C'est-à-dire que si tu es 10 personnes, 5 binômes de 2, il y en a 4 qui arrêtent, le dernier binôme peut choisir de continuer parce que t'es 2, tu peux t'assister, tu peux communiquer. Donc, ça n'a même pas été une question pour moi de m'arrêter. Ouais, c'est ça. C'était vraiment genre, on continue. C'est, ah, ok, ils arrêtent. J'espère qu'ils étaient à 30 minutes du camp, il pouvait rien arriver de grave. Et de toute façon, je me fais pas de soucis pour Sophie. Enfin, c'était du plat pratiquement jusqu'au camp 3. Mais j'aurais pu effectivement demander. Puis on a continué avec Nawang pendant 5h30 ou 5 heures de temps à peu près, jusqu'à 6900 mètres. Et vers 6900 mètres, je vois que Nawang, il secoue ses chaussures, il tape dans la paroi avec ses chaussures. Je pense qu'il a froid aux pieds. Et c'est là que je me suis rappelé que juste avant de partir du camp 3, j'ai entreaperçu que dans l'abside de sa tente, il chauffait les chaussons de ses chaussures d'altitude sur le réchaud. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il essayait de les faire sécher. Et il nous a rien dit. Mais je pense qu'ils étaient mouillés de la veille. Il a dû transpirer dans ses chaussons, dans la montée du camp 2 au camp 3. Et du coup, ça a gelé pendant la nuit. Et il a remis ses chaussures à minuit. Et arrivé sur un replat à 6900 mètres, il me montre l'avant de sa chaussure et la fixation avant du crampon avait cassé. Donc non seulement il avait des gelures aux pieds, il avait très très mal aux pieds, c'était engourdi, c'était gelé. Il est rentré à Katmandou après le summit push pour traiter sa gelure. Mais en plus de ça, son crampon avait cassé, ce qui rendait toute progression et même la descente extrêmement difficile et dangereuse. On a eu une rapide discussion. Il avait un cylindre oxygène, une bouteille d'oxygène. Il m'a demandé est-ce que tu veux continuer. J'ai dit ouais, moi je vais aller voir jusqu'où je peux aller. Il m'a dit tu veux l'oxygène. J'ai dit de 1, je ne saurais pas l'utiliser. Et de 2, non. Enfin, il aurait pu me montrer. Là, on était assis dans la neige, il aurait pu me montrer. C'était 6 heures du matin. Si c'était 6 heures du matin, du coup, on a dû partir vers 1 heure du matin plutôt. Mais je lui ai dit, je préfère ne pas réussir avec oxygène que de réussir avec. Et je pense que je peux le dire aujourd'hui. Si j'avais pris ce cylindre d'oxygène, je serais arrivé au sommet. Mais j'ai pas de regret. C'est quoi les raisons qui ont fait que t'as dû faire demi-tour? Alors je pense que c'était mental plus que physique. Oh, t'étais tout seul aussi en plus. C'est ça. C'est que dès le moment où Nawang redescend, je lui dis sois prudent, redis-moi quand t'es bien arrivé. Il m'a donné sa radio, comme ça je pouvais communiquer avec Sophie et Sangué qui eux étaient de retour au camp 3. Lui n'avait du coup plus rien, mais il m'a dit c'est tout bon. Lui il avait l'oxygène au cas où, mais du coup peut-être qu'il s'est réchauffé en prenant l'oxygène, je sais pas. Mais on s'est séparés à 6900 mètres et je pense que mentalement dans ma tête, depuis que j'étais tout seul, c'est ça qui était flippant, c'est que j'étais tout seul à une altitude où mon corps n'avait encore jamais été. J'étais à la Concagua, à 6960, mais c'était droit à cette altitude-là. Donc à partir de maintenant, Oleg était 1 heure devant moi et les 2 autres Sherpas étaient, je pense, 2h30 devant moi. Ils étaient en train d'arriver au sommet, j'en sais rien. Donc il y a beaucoup, beaucoup de respect, de l'appréhension et surtout, c'est vraiment, je vais y aller, mais prudemment, parce que je connais pas. Je sais pas comment mon corps va réagir à ces altitudes-là, c'est la première fois. Et je pense que j'ai arrêté d'avoir le sommet comme objectif dès le moment où Nawang a arrêté. Et c'est ça. Du coup, je vais pas dire que j'ai lâché mentalement, mais c'est que dans la représentation mentale que j'avais de mon summit push, vu qu'il arrêtait, c'était je vais faire du mieux que je peux. Au lieu de je vais aller jusqu'au sommet. Tu peux le faire. C'est vrai qu'au final, il me tirait pas. Ça ne changeait rien qu'il soit là ou pas, mais mentalement, et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est oui, à l'avenir, j'ai envie de grimper sans Sherpa, sans porteur, etc. Mais ça change tout ça change absolument tout si on commence une ascension seul et qu'on la finit seul par rapport à si on commence à 2 et que ton binôme doit arrêter. J'ai régulièrement vlogué pendant l'ascension, je me suis filmé mes réflexions, surtout quand j'étais tout seul.
Je me suis filmé que quand j'étais tout seul d'ailleurs, histoire d'avoir un souvenir, parce que je sais qu'à ces altitudes-là, avec le manque d'oxygène, on n'enregistre pas autant d'informations. Et la première fois où je me suis assis à 7050 mètres, quelque chose comme ça, j'ai dit que ça m'avait pas mal affecté mentalement quand même, son départ. Euh, parce que j'étais pas prêt, j'étais prêt à pratiquement tout. Je dis toujours que j'aime être prêt à toute éventualité, mais à aucun moment j'avais pensé au fait que mon Sherpa doive arrêter sur blessure ou bien casse matérielle, et que moi j'étais encore en forme, que je sois encore en forme pour continuer. C'est Ouais, j'avais absolument pas prévu ce scénario, donc je me retrouvais catapulté dans un scénario que j'avais pas prévu. Donc on va dire que j'ai improvisé et j'ai poussé aussi loin que je pouvais et arrivé à 7250 mètres, 7230 même, je me suis arrêté et j'ai réalisé qu'il me restait peut-être plus assez d'énergie pas pour arriver au sommet. Arriver au sommet, je le dis encore aujourd'hui, je pense que j'aurais pu réussir. Et je l'ai dit dans la vidéo que j'ai filmée, quand je postais mes réflexions. Je parlais de mes réflexions. C'était surtout pour montrer à ma famille, au cas où j'oublie ce qui s'est passé, parce que le semi-push sur la Madablam, j'en ai très peu de souvenirs. Et je pense qu'il devait me rester à peu près, j'en sais rien, 19-20% d'énergie. Et pour aller jusqu'au sommet, il restait 271 mètres. Mais ça fait 2h30 à ces altitudes-là. Donc 2h30, plus toute la redescente, ça aurait fait pratiquement 4h30 encore en plus. Donc il fallait tenir encore pratiquement 7 heures. Et j'étais pas sûr d'avoir assez d'énergie pour tenir ces 7 heures. Donc j'ai dû prendre une décision extrêmement difficile, et je suis fier de moi d'avoir pris cette décision. J'ai dû prendre la décision de faire demi-tour, sans personne pour me conseiller, sans personne pour me dire non, t'as l'air encore bien, ou bien oui, c'est vrai, t'as l'air fatigué. J'ai dû estimer mes réserves d'énergie, estimer combien j'aurais besoin pour arriver au sommet, regarder le camp 3 derrière moi, il était encore... j'ai mis 3h30 à redescendre. Donc, et j'étais à 8h10 d'ascension. Donc le semi de push aurait été à peu près 10 heures. Et ouais, même en état d'hypoxie, j'ai réussi à prendre une décision qui m'a peut-être sauvé la vie, parce que je savais que les deux Sherpas qui étaient au sommet, ils n'allaient pas m'attendre, ils allaient commencer à redescendre. Oleg, il allait faire le sommet, il allait redescendre aussi. Donc je savais que si j'atteignais le sommet, je serais tout seul. La partie sommitale, c'est la plus raide. Et une chute dans la partie sommitale, il n'y a rien qui t'arrête. Tu tombes de l'autre côté. Tu tombes même pas côté camp de base, il n'y a rien qui t'arrête. Donc je me disais, si tu es pas en forme, si tu titubes ou quoi, et en plus tu es tout seul, il n'y avait pas de corde fixe, vu qu'il n'y en avait pas assez apparemment pour fixer jusqu'au sommet, bah c'est fini. Je dis, ce serait quand même bête d'arriver seul au sommet d'un Annapurna 4 et de mourir dans la descente tout seul. Donc j'ai pris cette décision-là, en âme et conscience, j'ai choisi la vie en fait. J'ai choisi la vie. C'était frustrant, mais j'ai pas laissé les émotions prendre le dessus et au lieu de voir le sommet comme objectif, maintenant je regardais les tentes du camp 3 et je disais maintenant, tu t'encoubles pas, tu te plantes pas un crampon, hein, tu marches juste et tu redescends jusqu'au camp 3. Ceux qui sont, donc notamment Sophie qui est redescendue directement, enfin assez vite, après 30 minutes, ils ont fait le lendemain le sommet, c'est juste. Comment, c'est une question qui nous vient d'Instagram, comment le fait de voir les coéquipiers d'expédition réussir t'impacte? Il y a forcément un peu de frustration, j'imagine, mais d'un côté, c'est en équipe, d'un côté, c'est quand même individuel. Comment tu as vécu la réussite des gens avec qui tu étais parti, alors que toi, t'as pas pu aller en haut? Alors, peut-être avant, je te parle de comment j'ai vécu mon échec. En arrivant au camp 3, c'est là que j'ai tout laissé sortir. J'avais aucune émotion pendant la descente, j'ai juste averti mon père que je redescendais. J'étais lucide, je savais combien d'eau il me restait, je savais combien de barres il me restait. Mais j'ai réalisé en fait ce que j'avais fait en arrivant au camp 3 et j'ai tout laissé sortir. Comme à la Madablam, j'ai tout laissé sortir au sommet, puis après au camp de base, pas entre deux. Au camp 3, je me suis étalé dans la neige et puis j'ai pleuré. Je me suis réchauffé et le lendemain matin, on est descendu au camp de base lorsque Sophie et Sangue et eux sont montés au sommet. J'avais beaucoup de déceptions, mais j'avais envie de les voir réussir
eux. Pendant que je descendais, je regardais aux jumelles, etc., s'ils faisaient le sommet. J'avais le InReach de Sophie, donc j'ai su quand ils avaient réussi, par radio aussi. J'étais très heureux pour eux et très déçu pour moi. Il n'y avait pas de frustration, mais parce qu'à ce moment-là, en arrivant au camp de base, je me sentais bien. Parce que de nouveau, j'étais pas en mal d'attitude, j'avais estimé mes réserves d'énergie à trop peu dans ce cadre précis, et dans ma tête, je pouvais remonter. Je me disais, s'il y a une fenêtre météo dans 4-5 jours ou dans 3 jours, je peux remonter. Donc du coup, j'étais vraiment très heureux pour eux. Ils sont revenus, j'ai fait la fête avec eux. Pareil pour Oleg, lui, il a fait le sommet le même jour que moi. Donc lui, on a fait la fête avec lui au camp de base, entre guillemets, en attendant Sophie et Sangué le lendemain. Il n'y avait aucune frustration en ce moment parce que je pensais encore que j'avais. Donc il n'y avait pas de si j'avais fait demi-tour, etc. C'était vraiment genre, c'est pas grave, je retourne dans 4-5 jours, je sais que j'ai la force pour. Et en plus, ça aurait été le renversement de situation. Par contre, Sophie m'a dit oui, c'est une bonne idée, remonte, etc. Gailou a dit je veux bien remonter avec toi. On avait tout arrangé, je devais prendre ma décision pendant la nuit. Et le lendemain matin, alors que j'étais décidé à remonter, la fenêtre météo se ferme et c'est que des vents à 70-80 km/h toute la semaine. Et là, par contre, c'était dur. Il n'y a pas eu de frustration, mais c'était vraiment comble de malchance. Parce que si j'additionne, il y avait pas mal de trucs qui étaient hors de... Voilà, les gelures de Nawang, j'y peux rien. Lui non plus. Son crampon cassé, j'y peux rien non plus. Que je sois d'accord de redébourser pour remonter avec un autre Sherpa, j'avais assez d'argent de côté, je pouvais le faire. Et la fenêtre météo qui se ferme, j'y peux rien non plus. Donc là, il y avait beaucoup de frustration, mais plus dirigée contre les éléments. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup douté si je devais remonter ou pas. Certaines personnes m'ont dit c'est un signe, si tu as dû faire demi-tour, c'est au moins cool que tu aies été protégé, etc. Faut accepter l'échec pour cette fois. Puis moi, je suis pas du genre à me laisser abattre, mais j'étais en plein dilemme. Et pour moi, le fait que la météo change, ça m'enlevait le poids du dilemme. Je devais plus choisir. C'était ok, la nature a choisi pour moi, mais là, ça me laissait quand même un goût amer. C'est pas venu tout de suite. C'est plus en rentrant de l'expédition. D'abord, j'ai fait un autre sommet, mais en rentrant de l'expédition, je me suis dit, mais Simon, mais si t'avais fait demi-tour après 30 minutes, comme Sophie et Sangué, tu savais en plus que le lendemain, il y avait encore moins de vent. C'était le jour de réserve, mais pendant le summit push, j'étais tellement vision tunnel, en final, je peux en vouloir qu'à moi-même. On peut toujours essayer de chercher un responsable, de chercher et si, mais au final, on est responsable des décisions qu'on a prises. Et oui, peut-être que j'aurais réussi le lendemain si j'avais fait demi-tour après 30 minutes. Sophie m'a dit, quand je lui ai annoncé à la radio que je redescendais, elle m'a dit mais si tu veux retenter ce soir avec nous, je lui ai dit Sophie, t'as fait demi-tour après 30 minutes. Moi, ça fait 8h10 que je suis en effort, j'ai encore 3h30 de descente. J'aurai pas le jus ce soir, c'est pas possible. Impossible, là? Tu penses que vraiment... Totalement. Ok. Totalement. Et puis surtout, j'avais plus de chaufferette, les trucs que tu craques pour tes gants là, et j'avais plus de barres énergétiques, etc. J'avais pris assez pour un summit push. Mais parce que ça se donne pratiquement jamais. De faire un summit push jusqu'à 200 mètres du sommet et de redescendre au camp 3 et de repartir, j'ai pas entendu ça souvent. Même redescendre au camp de base et retenter à 200 mètres du sommet, j'ai pas entendu ça souvent. Donc, ça aurait déjà été pour moi une Herausforderung, un accomplissement, un défi. Donc, et c'est surtout, en fait, logistiquement, j'avais plus les chaufferettes, j'avais plus les snacks. Ça aurait été compliqué de repartir. Enfin, j'avais tout consommé pendant mes 8 heures d'ascension. Donc, non, au final, j'en veux pas. Je pense que je sais maintenant pourquoi j'ai pas pensé à arrêter puis à retenter le lendemain. Parce qu'en fait, on m'a beaucoup parlé de force mentale et puis que c'est mentalement que tu dois tenir bon en Himalaya. Si tu commences à te dire, mais de toute façon, je peux faire demain, il y a moins de vent, etc., autant pas partir du tout. Parce que du coup, dès que t'as un peu froid, dès que t'as un peu, tu vas dire, je redescends, je le fais demain. C'est peut-être pour ça que dans ma tête, j'ai pas pensé au fait que demain, il y aurait des meilleures conditions. Je me sentais bien, j'allais lentement, mais j'avançais continuellement. Donc je m'étais dit, on va faire le sommet Nawang et moi. Il y a une question pendant que je préparais cet épisode qui m'est venu et que d'une certaine manière, j'en ai discuté un peu avec d'autres personnes aussi, par rapport à la résilience. En quoi la résilience est différente quand tu fais un 100 km
en course à pied ici, au bord du lac de Bienne, et là-haut à 7000 et quelques mètres, parce que quand tu fais ton 100 km, tu sais qu'il va rien t'arriver. Normalement, à moins d'un accident moins probable. Alors que là, peut-être, tu peux pousser, mais à quel moment c'est trop? Quelle est la limite? Et comment tu la sens? Est-ce que c'est de l'expérience? Est-ce que c'est un truc que tu sens au fond de toi? La limite de la résilience. Cette question ne vient pas que de moi, sinon on va me dire, ouais, c'était ma question. C'est juste, je l'ai interprétée d'une autre manière. Mais j'aime bien. T'as totalement raison. Un 100 km, tu peux pousser, puis au pire du pire, tu te fais une tendinite, et puis voilà, voilà, tu prends le train, t'appelles quelqu'un qui vient. Ça peut être dangereux d'être trop résistant à la douleur. Ma physio m'a dit, qui m'a suivi pendant la préparation, m'a dit, je sais que tu as une tolérance à la douleur qui est relativement élevée, et donc du coup, tu aurais tendance à peut-être pas sentir quand t'es blessé, en fait. Elle parlait même d'ici, en fait. Et c'est vrai que je me décris toujours comme quelqu'un de résilient, mais je pense que ça marche très bien à l'armée, en mode il faut bourriner, il faut foncer, etc. Mais là-haut, c'est vrai qu'il faut être pas que résilient, c'est ça en fait. Peut-être que la résilience aurait tenu, mais au bout d'un moment, il y a quand même la conscience qui doit prendre le dessus de est-ce que ça vaut le risque? Est-ce que ça vaut la peine en fait de prendre ce risque-là? T'arriverais, peut-être que j'aurais réussi à faire le sommet de l'Annapurna 4 et à être là devant vous et puis à vous parler d'un sommet. Mais sur le coup, je le sentais pas. Donc tu l'as dit, est-ce que c'est quelque chose que tu calcules? Non, je le sentais pas. Je regardais à quel point j'avais ralenti aussi dans mon rythme et ça sentait mauvais, comme on dit. Ça sentait mauvais parce que pourtant j'avais assez de nourriture, j'avais assez d'eau, même si je finissais très très tard, parce que j'allais très lentement. Mais c'était plus, je me souvenais, c'est aussi de l'expérience parce que je me souvenais de la Concagua où j'avais fait un mal d'altitude et du coup à la descente je titubais. Alors, ma partenaire de l'époque était là pour me maintenir sur le chemin. La Concagua est pas du tout dangereux au niveau exposition. Oui, si, il y a certains endroits qui sont un peu. Mais je m'étais dit, si tu fais maintenant un mal d'altitude, vu que c'est une altitude que tu ne connais pas, tu sens que tu as déjà tes réserves d'énergie qui sont diminuées et que tu titubes, là, il n'y a personne qui va te... Donc, c'était plutôt en mode, peu d'énergie, plus mal d'altitude, ça pourrait mal tourner, en fait. Donc j'ai réussi à comme déconnecter le côté résilient et puis on y va, on n'arrête pas avant le sommet pour réfléchir à est-ce que ça vaut le coup. Du coup, intéressant cette différence entre les deux résiliences, celle du terrain en montagne et celle dans des défis Purement physique. purement physiques où il n'y a pas le danger ou moins de danger de l'environnement. Je te propose de discuter un peu de ce deuxième sommet que tu as fait, que tu as tenté après le premier, qui fait partie peut-être un peu ou qui fait que cette expédition a fait un peu du bruit, a suscité un certain intérêt des médias et autres. Est-ce que tu savais que tu allais faire un deuxième sommet? Pas du tout. Pas du tout. Comment ça s'est Je suis passé? quelqu'un de très spontané. Vu que j'étais prêt à remettre de l'argent pour remonter avec Guelou et retenter l'Annapurna 4, et là, peut-être que le groupe WhatsApp a joué. Je me disais, j'ai reçu des messages de soutien, et du coup, je me suis dit, je vais réussir ce sommet, et je vais sortir la photo au sommet, et ils vont tous dire, waouh, mais on pensait que tu avais arrêté, etc. Donc, il y avait cette envie, en fait, de rebondir, en fait. De rebondir. Parce qu'il y avait le côté, ok, tu as été mature, tu as pris la décision, tu as fait demi-tour, mais si maintenant tu arrives à réussir le sommet, tu as tout gagné. Non seulement tu as montré que tu pouvais, que tu n'étais pas un bourrin qui fonçait, et en plus, tu as réussi le sommet 5 jours après. Donc c'était vraiment le scénario idéal pour moi. Donc j'étais très déçu de ne pas pouvoir le faire, surtout que j'avais décidé de remonter. J'aurais pu aussi décider d'arrêter, de rentrer à Katmandou, de rentrer en Suisse. Mais du coup, arrivé à Katmandou, j'avais une impression de ne pas terminer. Parce que j'avais encore du jus, j'avais encore la niaque. Et Sophie et Sangui m'ont parlé d'un autre sommet qui se grimpait en cette période, le Cholatse, dans la région de l'Everest, que notre cher Uli Steck avait gravi par sa face nord. Incroyable montagne, très esthétique, moins haute que la Madabla, donc 6400. On est sur du 1000 mètres plus bas, mais par contre très technique. C'était
c'est même considéré comme plus technique que la Madablam. Et je me dis, ben pourquoi pas, c'est un beau défi technique, c'est de l'expérience gagnée. Je me suis arrangé avec Seven Summit Tracks, on a signé un package et je retournais avec Gelou. Là où ça s'est mal passé, c'est que normalement, à la saison automnale, il y a des précipitations début octobre. Les 3 fois chez le Népal, c'était pareil. Du 1er au 4-5 octobre, il pleut. Puis après, c'est bon, c'est sec jusqu'à fin novembre, et puis c'est les jet streams qui arrivent, et puis là, on peut plus grimper après. Ce qui a changé, c'est que là, il y a eu une deuxième vague de précipitations du 27 octobre au 1er novembre, où il y a tellement de neige qui est tombée que je crois que c'était les plus fortes chutes de neige depuis 1975. Ça, on a reçu après coup. Nous, c'était du coup pendant l'approche. On a pris le vol pour Lukla, ensuite on a marché 3 jours jusqu'au camp de base. On arrive au camp de base sous la neige aussi. Il y avait quelques équipes qui étaient là, qui voulaient faire le Cholatse, des gens qui venaient de la Madablam, qui voulaient faire le Cholatse en deuxième. Mais on est arrivé du coup, voilà. Le temps s'améliorerait, mais pas tant que ça, parce qu'après les précipitations, c'était les vents qui prenaient le dessus. On avait des petites fenêtres météo, genre 3-4. Moi, dans ma tête, on allait faire le sommet le 3-4 novembre. En arrivant le 2 ou le 1er au camp de base, du coup, on avait un jour de repos, puis ensuite, on partait pour le sommet. Mais c'était sans compter sur le fait qu'il tombait tellement de neige qu'il fallait tout refixer. À la base, j'ai signé pour un sommet qui était supposé être une formalité. C'est-à-dire que le sommet avait déjà été fait le 25 octobre. Les cordes étaient fixées jusqu'au sommet. Ça aurait été comme la Madame Lam. J'étais acclimaté, Gelou aussi, et on aurait dû porter notre matériel camp 1 et sommet. On aurait même skippé le camp 2. Le problème, c'est que les chutes de neige, elles ont tout changé parce que ça a enseveli absolument toutes les cordes. Sur le glacier, pareil, ça a tout recouvert, fallait tout retracer. Et du coup, entre le 1 et le 3, les équipes s'affairaient à retracer et refixer les cordes. Et le 3 novembre, je voulais monter avec l'équipe. Ils ont décidé de monter, fixer les cordes jusqu'au camp 1. Et je suis monté avec eux, Jorge aussi, Jorge Gocheaga. On était les 2 seuls occidentaux avec 4 ou 5 Sherpas. Et arrivé juste sous le camp 1, ça se termine par littéralement une falaise, une pente de 300 mètres en neige. On voyait sur la gauche qu'elle avait déjà purgé, mais voilà, il fallait fixer les cordes dans cette pente qui avoisinait les 50-55 degrés. C'est dur à estimer là-haut. Mais Quelle altitude là? on est alors le camp 1 est à 5700. Donc on était entre 5004 et 5007 dans cette pente. C'était la fin de journée, il était 15h à peu près. Les Sherpas étaient vraiment du genre, on a le temps, on part pas tôt, etc. On est parti à 10h, je crois, du camp de base. Donc on arrivait à 15h en bas de cette pente. C'est dire à quel point les notions d'avalanche sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Parce qu'en Suisse, t'es pas à 15h dans une pente à 50 degrés. Surtout pas en hiver. Et les chutes de neige étaient relativement inhabituelles pour la saison. Un autre truc à savoir, c'est qu'au Népal, les gens grimpent sans DVA, pelle, sonde, etc. Ça n'existe pas. Il y a le système RECO. Donc on a un réflecteur RECO au baudrier. Et on a un détecteur RECO qui est comme une de ces grosses antennes. Mais la manière qu'on a dans les Alpes de grimper, en tout cas pour les ascensions qui ne sont pas les ascensions hivernales, ni les Sherpas, ni les grimpeurs occidentaux ne sont équipés de DVA ou de sonde. Et on a passé 2h15 dans cette pente derrière Speed Dawa qui traçait la route pour nous. Speed Dawa, c'est le Sherpa qui a ouvert la voie pour André Barguil, celui qui a skié l'Everest. Donc c'est un Sherpa très expérimenté. Il a fait, je crois, 6 ou 7 fois l'Everest. C'est vraiment... il a la caisse, comme on dit. Gelou, il a 35 ans d'himalayisme derrière lui, celui qui était avec moi. Il a fait 3 fois le Kanchenjunga en 15 jours. Enfin, c'est vraiment... J'étais avec des monstres d'expérience. Et Jorge, qui était avec moi, pareil, il fait de l'Alpi depuis 35 ans. Il a 58 ans, il a fait les 14 8000. Donc, j'étais très en confiance et j'ai suivi aveuglément tout le groupe, en fait. Jorge a décidé au dernier moment de se joindre à nous pour cette rotation au camp 1. Les Sherpas voulaient même fixer jusqu'au sommet le lendemain, mais les vents étaient supposés se lever le 4, donc pour moi, j'allais juste faire un dépôt matériel au camp 1 et je redescendrais le lendemain.
Et Jorge a vraiment douté jusqu'au dernier moment, mais sans mettre des mots sur ce qui le faisait douter. Il a décidé, il a dit le soir avant qu'il déciderait le lendemain matin. Au petit déjeuner, il a dit qu'il déciderait après le petit déjeuner. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait hésiter? Il m'a dit, rien, c'est pas rationnel, c'est juste un gut feeling. Donc, j'ai dit, ok. Puis quand il m'a dit qu'il partait à 9h15, ben, j'ai dit, ok, cool. Moi, je serais parti de toute façon, qu'il soit là ou pas. Mais ça m'a quand même questionné le fait qu'il remette en doute l'ascension. On passe 2h15 dans cette goulotte à monter jusqu'au camp 1. Ça monte très très lentement parce qu'il doit tracer dans la neige très très profonde pour lui presque jusqu'à mi-buste parce qu'il est Speed Dawa, il est vraiment pas très grand. Et il fixe les cordes, il met des grands puits en métal qu'on appelle des snowbars. Il les enfonce profondément, il fixe les cordes fixes et on monte vraiment 30 mètres par 30 mètres. On est répartis. Moi, je suis le dernier de la cordée. Jusqu'au moment où Speed Dawa met la dernière barre en métal, juste à 1 mètre sous la corniche, en fait, parce que le camp 1 est situé sur un col. Et ensuite, il s'affaire à passer sur le col, donc il creuse la neige on va dire, qui dépasse, et il s'engage sur le plat où il va installer le camp 1. Et du coup, nous, on peut enfin se mettre à avancer parce qu'il a mis le dernier point fixe. Et on s'est mis en mouvement tous en même temps. J'étais encore au dernier point fixe. Je m'étais vaché dans la dernière snowbar, ou l'avant-dernière plutôt, que Speed Dawa avait mis. Et on était congelés, il faut dire ce qui est. Hein. Même si je laissais toujours 10 mètres entre Jorge et moi pour que toutes les 5 minutes, je puisse faire un pas, histoire de bouger un petit peu et puis Ça, de nouveau, c'est l'expérience, parce que attendre immobile, t'es sûr de congeler. Et quand on a enfin pu se mettre en mouvement, je me suis clippé dans la snowbar, il y avait une boucle, et j'attendais que le reste de l'équipe avance pour que je puisse toujours garder une dizaine de mètres entre Jorge et moi. Jorge devait être à peu près à 3 mètres devant moi, quand tout d'un coup, il n'y a même pas eu de bruit, il y a eu comme un gros ouf. Et tout d'un coup, on a commencé à prendre de la vitesse. Ça faisait comme un toboggan, ça faisait comme un aquapark. Les 3 premières secondes, on était dessus. Mais j'ai senti le sol qui se dérobait sous mes pieds. Tu savais directement que c'était une avalanche? Dans les 3 premières secondes, oui. Mais j'avais encore jamais de ma vie été dans une avalanche. J'en ai une qui est passée très très près en 2023. Au Munch, j'étais sur l'arrêt finale et il y en a une qui est partie à 5 mètres sous mes pieds. La cassure s'est fait juste sous mes pieds, je l'ai échappé belle. On était à 70 mètres du sommet, puis on a fait demi-tour. Ça nous a bien calmé. Mais je suis remonté en selle, genre j'ai fait le sommet 1 mois après, enfin refait le sommet, mais j'avais encore jamais été dedans. Et j'ai cette capacité à rester très lucide. Je l'ai vu cette fois-là, même dans les situations extrêmes. Les 3 premières secondes, ça a été comment t'as pu ne pas penser à ça? Genre, c'est une avalanche, t'es dedans, c'est la merde, vraiment. De réaliser ce qui est en train de se passer, dans les 3 premières secondes, en fait, je me retourne et je suis face au vide. Parce que du coup, comme un toboggan, tu vas pas rester sur le ventre, tu te mets sur le dos. Et puis, j'ai vu la pente qui nous attendait, qui semblait verticale, en fait, d'où on était. Et après 3 secondes, j'étais dessous. J'aimerais que je retenais ma respiration, rien que... Et là, très clairement, les 20-25 secondes qu'on suivit ont généré un énorme trauma. Les premières pensées, ça a été « Pitié Seigneur, je peux pas mourir comme ça ». C'était... Instantanément, je savais que la mort qui allait s'en suivre allait être atroce. J'ai eu un flash de mes parents et j'ai aussi eu un flash de j'ai encore trop de trucs à faire, ça peut pas être maintenant, je suis pas prêt. Je pense à cette phrase-là, je suis pas prêt. Tout ça s'est passé dans les premières secondes où j'étais sous la neige. Et ensuite, c'est comme une machine à laver. Genre, j'ai vraiment été ballotté et je pense que j'ai rebondi 3 fois contre la paroi, dont une fois sur des rochers. Mais là, c'est dur à expliquer ce qui se passe. On se dit, il faut que je reste à la surface. On se dit,
à chaque impact, il y a mes os qui vont se casser, un peu comme une chute à ski. Si on fait un saut, bien qu'on réalise qu'on est en train de partir, tout d'un coup, on serre les dents, on ferme les yeux, et puis on espère qu'il n'y a rien qui va casser, et on crispe tout le corps. Et là, c'est ce qui s'est passé. Mais après, le pitié, pas comme ça, c'était genre, je peux pas mourir comme ça. C'était, il faut que je sois à la surface, parce que je savais que si j'étais pas à la surface, j'étais mort. Mais pas seulement j'étais mort dans d'atroces souffrances parce qu'il y a ce chiffre de 15 minutes qui résonne dans ma tête pendant la chute. Je savais que si j'étais sous la neige, je savais que j'avais pas de DVA, je savais que les Sherpas allaient peut-être aussi être sous la neige, et je savais que si j'étais sous la neige, j'allais agoniser pendant 15 longues minutes. Et c'est ça qui, encore aujourd'hui, d'y repenser me donne les frissons. Et parce que je m'étais déjà imaginé mourir en montagne. J'en ai parlé dans le premier podcast, j'ai dit je sais qu'un jour ça va arriver, mais c'est que des mots jusqu'au jour où tu l'as vécu. Je m'étais imaginé mourir en montagne, mais d'une chute. Une chute, bah, on se voit tomber et on s'imagine mourir à l'impact, c'est rapide, on souffre pas. Et quand j'y repense, ce qui est vraiment une terreur, ce qui me terrorise, c'est l'idée de suffoquer pendant 15 minutes sous la neige. Et c'est là que je réalise que ce qui nous fait peur, c'est pas la mort en tant que telle, c'est que ça fasse mal. Dans mon métier d'aide-soignant, je côtoie la mort relativement fréquemment. Je travaille dans un EMS, donc j'accompagne des personnes âgées dans leurs derniers instants. Et on voit que ce qui fait le plus peur, c'est de souffrir. On a la morphine, on a plein de trucs. Pour tout ce qui est, tout ce qui est des morts dans un hôpital, on peut rendre la mort moins douloureuse. On peut s'endormir paisiblement. Mais là, l'idée de suffoquer, et c'est là que j'ai réalisé que je m'étais jamais représenté ce que représentait une mort sous une avalanche. On se dit, mourir noyé, c'est horrible. Ben la noyade est déjà plus rapide qu'une mort sous une avalanche. Mourir brûlé vif, ça doit faire très mal, mais c'est aussi plus rapide que ces 15 minutes de suffocation. Donc c'était vraiment... Ces 20 à 25 secondes de chute étaient extrêmement traumatiques. Il s'est passé tellement de choses dans mon cerveau. La représentation de moi en train de mourir était tellement marquante que ça a vraiment laissé une trace. Justement, le rapport entre, tu l'as dit toi-même, entre quand tu l'as pas vécu, tu le disais justement dans le premier podcast, t'es prêt entre guillemets. Comment ton rapport a changé par rapport à ça? Si maintenant, je sais pas quel est ton rapport à... Bon, t'as prévu une nouvelle expédition, donc je suis heureux de savoir que ça a pas mis un terme à tes envies de montagne, mais comment tu abordes ça maintenant? Il y avait la première étape avant que ça arrive. Quand tu le vis maintenant, quand tu l'as vécu, comment tu vois ça maintenant pour tes futures expéditions? Alors déjà, je fais beaucoup moins de blagues là-dessus. Normalement, quand je dis au revoir à ma famille ou quoi que ce soit, je dis toujours, si jamais je reviens pas, c'était Ok. sympa ce dernier moment. Je fais plus ce genre de blagues. Qu'est-ce que ça a changé? Alors j'ai réalisé en fait que le risque d'avalanche était comme le prix à payer de la passion que j'avais. Parce qu'en parlant avec Valérie Babanov, il m'a dit qu'il était dans 5 avalanches. Jorge m'a dit c'est pas ma première, pas ma deuxième. Et tous font de l'alpinisme et de l'himalayisme depuis des dizaines d'années. Donc même si j'ai remis en question mon rêve pendant une quinzaine de minutes pendant la descente, parce qu'on est sorti tout seul, ça c'est vrai qu'il y a... Je pense que ce que je peux influer, avant de raconter comment je suis sorti, ce que je peux influer, c'est... Quand tu es dans l'avalanche, tu peux pas influer si tu finis dessus ou dessous. Ce que je peux influer, c'est de ne pas me retrouver dans une avalanche. Donc du coup, ce que j'ai envie de faire cet hiver, avant de repartir, c'est de me former mieux à tout ce qu'est nivologie, préparation avalanche, de manière à ce que je puisse prendre mes décisions moi-même et ne pas suivre aveuglément des gens qui auraient des années d'expérience de plus que moi. Parce qu'ils ont l'expérience du terrain, mais ils n'ont peut-être pas la connaissance. Et j'ai pas envie de... Ouais, j'ai juste plus envie de suivre aveuglément, en fait. Donc ça, je peux l'influer. Un autre aspect que je peux influer aussi, c'est... Et ça, l'idée m'est venue hier. Je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas, avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique, les perturbations qui sont plus qu'elles étaient, est-ce que je pourrais pas essayer de militer pour qu'on commence à grimper aussi avec des DVA pelle-sonde au Népal? Comme on fait ici en sport d'hiver, personne ne sort en ski de randonnée sans pelle-sonde DVA.
Donc, vu la quantité d'avalanches qu'il y a au Népal et vu que les précipitations changent et puis que c'était totalement hors saison et hors norme, ces précipitations qu'il y a eu fin octobre, est-ce que je n'y aurais pas quelque chose à faire là-dedans aussi? Que je pourrais pas utiliser j'ai envie de dire, mon rôle de survivant, parce qu'on s'en est tous sortis ce jour-là, mais pas tout le monde s'en est sorti. Le même jour, il y a eu d'autres avalanches au Népal où 11 personnes sont mortes. Donc 9 sur un camp de base et 2 autres Italiens sur une autre montagne. Donc, histoire que ça serve à quelque chose, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre de ça et puis euh, à l'avenir, plutôt que d'être obligatoirement condamné si on est sous la neige, est-ce qu'on ne pourrait pas implémenter l'utilisation de DVA aussi au Népal? Même si ça ne se fait pas du tout maintenant. C'est du poids en plus, mais c'est de la formation en plus. Mais au final, j'aurais pu prendre le mien avec, mais si personne d'autre en a, ça sert à rien. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Quand tout s'est immobilisé, j'ai essayé de bouger ma tête pour créer une poche d'air, j'ai pas réussi. Mon bras gauche, je pouvais pas le bouger, mes jambes non plus. J'ai réussi à bouger mon poignet gauche et j'ai réussi à dégager un canal d'air devant ma bouche. J'étais à 20-25 cm sous la surface seulement. Je sentais l'air avec ma main, mais je pouvais pas respirer. Je voyais rien, donc j'ai arraché mes lunettes de soleil qui étaient couvertes de neige et je voyais le ciel bleu, mais je pouvais toujours pas respirer. C'est parce qu'en fait ma gorge était remplie de neige, donc dans la trachée, mes cordes vocales étaient congelées. J'arrivais pas à tousser, j'arrivais pas à cracher, donc j'ai retiré avec la main toute la neige qui s'était accumulée. Et ensuite j'ai toussé les derniers flocons de neige qui restaient. Et là j'ai enfin pu prendre une inspiration. Euh, Assez rapidement, il y a Dawa, un des Sherpas, qui est arrivé, qui a essayé de me tirer. Mais ça m'a pratiquement fait m'évanouir parce que j'avais une corde autour du cou. Je pensais que c'était une corde fixe, mais finalement c'était la sangle pectorale de mon sac à dos qui s'était à moitié déchirée puis qui m'étranglait parce que mon sac à dos était sous moi. Quand j'ai compris ce que c'était, je lui ai demandé d'essayer de couper, mais il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche parce que mes cordes vocales étaient irritées par la neige. Il n'avait pas de couteau sur lui, puis quand j'ai réalisé que c'était la sangle pectorale, j'ai réussi à la détacher sous la neige. Ensuite, ils ont essayé de me faire sortir et j'ai dit laisse-moi juste reprendre mon souffle. Ils ont commencé à creuser, déterrer mes jambes pendant que je reprenais mon souffle. Et c'est quand je suis sorti que j'ai fait cette vidéo qui est devenue, enfin, pas virale, mais qui a bien marché sur les réseaux sociaux, euh, là où j'ai filmé en fait la longueur de la chute qu'on avait fait. On était tombé d'à peu près 300 mètres. On était à 10 mètres de la fin, de la lèvre, et on a chuté sur 300 mètres. Et tout le monde était sain et sauf. Pas sans blessure, mais sain et sauf. Gelou avait 3 vertèbres fissurées. Jorge avait 3 fractures, pied, mâchoire et puis épaule. Et moi, finalement, il s'est avéré que j'avais rien d'autre qu'une pneumonie à cause de la neige que j'ai inhalée et un poignet foulé. Mais je voulais pas y croire. Je regardais et on voit sur les images, on voit sur mon visage le moment de réalisation où, où je repense au fait que je me suis vu mourir et qu'en fait j'ai la chance d'être en vie en fait. Mon piolet est tombé avec moi et il s'est planté sous moi, mais la lame vers le bas. J'aurais pu m'empaler dessus. Le pieu à neige dans lequel j'étais vaché, il a fait toute la chute avec moi parce que toute la corde fixe est venue avec la cordée. On était comme des saucissons, tous à cette corde fixe parce que vu qu'il y a 1,5 m qui se sont détachés sur 40 mètres de large, toute la corde fixe est venue avec. Et le pieu à neige qui a fait sa chute avec moi, la pointe était à 10 centimètres de mon abdomen. Donc j'aurais aussi pu finir empalé là-dessus. Et au Népal, ce qu'il faut savoir, c'est que les hélicoptères ne volent pas en soirée. S'ils ne peuvent pas rentrer avant la nuit à Katmandou, ils ne volent pas. Donc je me serais vidé de mon sang à 5400 mètres. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'était... Ouais, je peux pas... Il n'y a pas d'autre mot que le fait que je suis rempli de gratitude en fait. Parce que j'aurais pu mourir de plus qu'une façon ce jour-là. Et on a dû tous charger nos affaires sur le dos et puis redescendre jusqu'au camp de base sans l'aide de personne parce que les hélicoptères ne viennent pas. Donc à ce moment-là, c'est l'adrénaline qui prend le dessus et on met le pilote automatique et on descend. On a eu pour 3h30 de descente encore. Comment, du coup, ça a impacté? Ça, c'est une question qu'on avait.
Comment ça a impacté ton rêve? Est-ce que ça l'a remis en question? Comment tu te positionnes face à ça aujourd'hui? Tu as parlé un peu des solutions et des manières d'y arriver plus préparé. Hem, D'y arriver plus préparé et surtout de pas précipiter les choses. De vouloir monter le 3, je crois que c'était moi qui voulais pas perdre mon acclimatation. Ça faisait 13 jours que j'étais, au Summit Push, j'en avais pour 4 et je voulais pas perdre mon acclimatation. Parce que l'idée, c'était d'enchaîner sur un sommet en étant encore acclimaté pour que ce soit facile. Et j'ai voulu rush la chose, j'ai voulu précipiter la chose. Le sommet a été fait, le Cholatse. Il a été fait, j'étais de retour en Suisse, il a été fait le 12 novembre. Donc si j'avais eu la patience d'attendre que toute cette neige se tasse, si on avait tous eu la patience d'attendre, mais c'est le principe d'expédition commerciale, le staff est payé la même chose qu'on réussisse un sommet en 10 ou en 20 jours. Donc ils ont tout intérêt à ce qu'on le réussisse le plus vite possible pour pouvoir rentrer chez leur famille, pour encaisser la même paye. Pareil, il y a des clients qui avaient des vols, ils ne pouvaient pas attendre jusqu'au 12, alors que moi, mon vol était le 22. Je pouvais attendre aussi longtemps que je voulais, je pouvais décaler, j'avais aucune obligation. Donc avec du recul, très clairement, je ne me serais pas précipité, j'aurais attendu. Tu parlais de patience et de la qualité de Sophie Exactement, d'en faire preuve. exactement. C'est J'ai On y voulu revient. bâcler ce deuxième sommet. Je l'ai vu comme une formalité et je lui ai pas... Bah, du coup, j'étais peut-être pas aussi lucide que pour le premier où j'avais vraiment tout le temps, on avait 2 mois devant nous, etc. Et là, c'était, ah, il monte, bah, du coup, je vais monter. C'est Guélou qui m'avait dit, si tu réussis à venir au camp 1, tu peux même essayer de nous suivre jusqu'au sommet le lendemain. Alors, c'est un honneur d'aller avec la fixing team au sommet le même jour, mais ça me semblait vraiment précipité. Donc, je lui avais dit, je verrai, mais je pense plutôt redescendre. Mais pareil, ça aurait été pratique pour tout le monde de redescendre le 4, ça y est, c'est fini, c'est bouclé. Donc, ouais, plus de patience encore. Je me trouvais déjà patient, mais il faudrait que je le sois encore plus. Tu as passé, si je me trompe pas, quelques jours au Népal après, plus bas en ville. Dans quel état d'esprit t'étais et comment ensuite s'est passé le retour à la vraie vie, si je peux dire ça comme ça? Alors au Népal, ça a vraiment été plus genre profiter de la vie. euh, et avant de rentrer, d'être dans le tumulte suisse, juste rester au Népal pour apprécier la chance que j'avais eue. Euh, ouais, juste me positionner par rapport à tout ça. On dit en anglais let that sink in pour, ouais, pour absorber ce qui s'était passé. Redescendre. Pas non, je vais pas non plus faire un déni, genre il s'est rien passé, je rentre en Suisse et tout. Euh, j'ai pris rendez-vous avec mon psy pour en parler à nos séances comment ça s'appelle ça, mensuelles, euh, parce que je voyais bien que ça pouvait pas être uniquement l'avalanche. Dans le sens pas uniquement les cours avalanches, il fallait en parler de ce trauma, de ce nouveau rapport à la mort et tout. Et sinon, ce qui a changé, c'est que j'ai beaucoup moins peur de faire les choses. Je me pose plus les questions maintenant, qu'est-ce que les autres ils vont penser. On a tous peur du regard des autres, mais depuis l'avalanche, ça fait 1 mois et demi maintenant. Très clairement, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et j'ai beaucoup moins peur, je me gêne beaucoup moins. Parce qu'entre guillemets, bah, j'ai eu la chance. Enfin, il m'a été donné une deuxième chance et du coup, j'ai pas envie de la gâcher. Parce que littéralement, tout peut s'arrêter demain. Et du coup, j'ai pas envie de dire, ah, j'aimerais bien, mais peut-être un autre jour. Non. Maintenant, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et du coup, je suis encore plus spontané et authentique que je l'étais avant. Tu penses que c'est quelque chose, c'est un sentiment? Parce que oui, en théorie, de mon côté, je pourrais me dire, bah ok, j'ai quelqu'un en face de moi qui a vécu ça, je peux le prendre pour moi et je peux essayer de l'incorporer, mais j'ai l'impression que tant que tu vis pas cette expérience de mort imminente ou de frôler la mort, tu peux pas vraiment avoir ce truc ancré assez fort en toi pour l'appliquer. Mhm. Je vais pas tout transformer en choses à appliquer, c'est pas le but de ça, mais en tout cas le ressentir pour avoir lâcher prise comme t'en fais preuve. Tu peux pas, en prendre conscience à 100%, tu pourras jamais. Mhm. Parce que, de nouveau, tu vois, je fais de la montagne depuis 5 ans, 6 ans maintenant.
j'ai côtoyé des gens qui étaient dans les avalanches. Mais de nouveau, quand toi, tu l'as pas vécu, tu te rends pas compte à quel point la vie, elle est éphémère et puis que c'est vraiment, tu peux mourir. Je me suis limite demandé, mais est-ce que ça va faire mal pendant que j'étais en train de tomber? J'ai comparé ça. Il y a quelqu'un que je connais qui a été diagnostiqué d'un cancer des os à tort. Il lui restait 6 mois à vivre. On le lui a dit. Et je crois qu'après 3 mois, il s'est avéré que des tests supplémentaires ont dit que finalement, c'était pas ça, que c'était traitable ou quoi que ce soit. Mais du coup, elle a reçu une date de fin. Alors, bien sûr, sur un time frame différent, c'est plus ou moins ce qui m'est arrivé. Moi, pendant 25 secondes, je pensais que j'allais mourir dans les prochaines 25 secondes ou dans les prochaines 15 minutes. Et cette personne-là, pendant 3 mois, a pensé que dans les prochains 6 mois, elle allait mourir. Et finalement, non. Mais pendant 3 mois, tu penses que c'est la fin. Et du coup, tu te prépares à la fin. Et je pense que ce moment de réalisation, en fait, que tu as une date de péremption, il y a rien qui peut le remplacer. Peu importe dans quelle échelle de temps, de savoir que ton heure, elle est venue, peu importe si c'est en 6 mois ou dans 10 secondes, c'est vraiment un moment de réalisation qui est terrifiant. Et ça, il n'y a rien qui pourra le remplacer. Est-ce que ça t'a donné des envies de faire des choses que tu voulais pas forcément faire ou tu te disais de toute manière j'ai le temps? Est-ce que tu as des nouveaux projets qui sont venus entre-temps, des nouvelles envies et des choses que tu comptes réaliser prochainement pour les réaliser? Non, mais ça m'a, de nouveau, étonnamment, ça m'a donné envie de me bouger pour réaliser mon projet. Et puis pas de juste attendre que ça vienne à moi. Du coup, depuis que je suis rentré, j'œuvre activement à la rédaction de sponsorship proposal, donc des propositions de sponsorship, de partenariat avec différentes marques. J'ai même pris les devants pour la prochaine expédition. Mais alors, rien de nouveau, mais comme je l'ai dit, une approche peut-être plus patiente, encore plus respectueuse. Je me trouvais déjà respectueux de la montagne. Mmh. Plus Peut-être encore plus. consciente? Ouais, ouais. Et j'ai eu une chance phénoménale qui m'a été donnée. Sophie Lavaux, c'est moi qui suis allé chercher, c'est moi qui suis allé demander. Et là, de fil en aiguille, en fait, les choses ont fait qu'il y a un alpiniste, un himalayiste, en fait, mondialement reconnu, Piotr, un Polonais, qui grimpe sans oxygène, sans Sherpa, qu'on a déjà fait 10 sur 14, qui m'a demandé les tracés GPX de l'Annapurna 4, parce que Oleg le connaissait. Oleg lui a donné mon numéro, parce qu'il n'avait pas de traces GPX, Oleg. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec Piotr. Et puis lui veut aller s'acclimater sur l'Annapurna 4 au printemps, pour faire l'Annapurna 1 après. On a été mis en contact. Et Piotr m'a tout bonnement proposé de me joindre à son expédition, du fait que je connaissais la route, en tout cas jusqu'à 200 mètres avant le sommet, et que du coup je serais, je cite, un atout pour l'équipe. Alors quand il y a un des meilleurs himalayistes du monde qui te dit que tu serais un atout pour son équipe, ça fait très plaisir. Et c'est du coup ma nouvelle motivation pour trouver les fonds, pour repartir le 18 mars, si tout va bien. Et le premier 8000, j'aurais envie de faire le Manaslu au mois Ok. de septembre. C'est celui qui m'a conseillé. L'Annapurna 1 est pas hyper conseillé comme premier, surtout sans oxygène, parce qu'il est vraiment très raide et relativement difficile. Ça peut changer, surtout qu'en plus je serai avec lui, je serai acclimaté. Si d'un coup j'ai les fonds pour enchaîner sur l'Annapurna 1 après le 4, ce serait pas trop mal, mais je me dis que pour remonter en selle, c'est pas trop mal de déjà juste retenter l'Annapurna 4. Euh, j'ai pas envie de dire prendre ma revanche parce que c'est pas un combat avec la montagne, mais littéralement retenter ma chance et ensuite, sur ces acquis-là, préparer le premier 8000 pour l'automne. Trop bien. Écoute, moi je suis très heureux que ça ait pas mis un terme à tes rêves. Et j'ai pas cette fois-ci de questions de fin. On en avait, de toute manière, je les avais déjà l'autre fois. On a un peu répondu aux questions sur Insta. Du coup, je te propose, toi, de conclure, ou en tout cas, si tu as quelque chose à ajouter, un dernier sujet, une dernière question, un dernier truc dont on peut parler, avec plaisir. Sinon, de mon côté, j'ai fait le tour. Ben, ça semble hyper bateau comme ça, mais avec cette mentalité du survivant, c'est, comme tu as dit, vous pourrez peut-être pas vous en rendre compte, mais ouais, profitez vraiment de la vie comme si
c'était votre dernier jour à vivre sur Terre, parce que ça pourrait l'être en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans des avalanches, parce que au club de course à pied auquel je suis allé en rentrant, ici en Suisse, il y a 2 personnes qui, en courant en club de course à pied, ont failli se faire renverser par une voiture lorsqu'on traversait, qu'ils n'avaient pas vu, c'est les derniers du groupe, et sous mes yeux, ils ont failli se faire renverser. Et ça aurait pu, du coup, se terminer dramatiquement ici à Bienne, sans aller à 6000 mètres. Donc, du coup, ça peut véritablement s'arrêter n'importe quand. Oui, les images sont impressionnantes, oui, c'est peut-être plus dangereux là-haut, mais finalement, des dangers et des malheurs, et ça peut arriver tous les jours. Donc, il ne faudrait pas attendre d'avoir une expérience de mort imminente pour croquer la vie à pleines dents. Et puis, j'espère que ça pourra me servir de leçon. J'espère que ce podcast pourra vous inspirer comme il a inspiré les gens qui ont écouté la première partie. Et puis, je me réjouis de partager 2026 avec vous, parce que il devrait y avoir 2 très beaux sommets, dont le premier 8000. Magnifique. Par rapport à ça, il y a une phrase que j'aime bien, c'est profite de la vie, ou je sais plus, comme si tu vivais pas ton dernier jour, mais ton premier jour. Parce que le dernier, tu le saurais que c'est le dernier, et tu aurais une mentalité, un truc de profiter de tout et trop vite et un peu te gaver des choses, alors que si c'était le premier, tout est devant toi, mais Tout émerveillement, tout est... voilà. Tu profites des choses qui s'offrent à toi comme si tu les découvrais. Et j'aimais bien ce parallèle par rapport au fait de Tu prends vivre. du coup chaque jour comme un nouveau départ. Exactement. Il y Magnifique. a ça le truc des 8600 secondes qui te sont données à chaque fois, et que tu peux pas être remboursé à la fin de la journée, donc il faut profiter de chaque jour au maximum. Exact. Mais en vrai, c'est rigolo parce que au final, c'est comme tu le disais, c'est des phrases vraiment bateau. Mais elles prennent leur sens lorsque tu... Ouais. Elles prennent leur sens lorsque tu y es vraiment confronté. Top. Simon, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, de m'avoir accordé du temps et pour ce super échange. Et puis à bientôt, tout de bon pour cette nouvelle année pleine d'aventures, je te le souhaite. Et pourquoi pas un 3e épisode à l'avenir, peut-être pas tout de suite pour laisser un peu du temps. Et te laisser du temps. Peut-être après le premier 8000, on verra. Te laisser du temps un peu de vivre des nouvelles aventures, et on verra. C'est gentil. Tout de bon à toi aussi, et joyeuses fêtes de fin d'année. Merci, pareil.